Mais parlons du match. C'est le 24, d'ailleurs. C'est le jour de la Saint-Jean. Je sais pas si c'est ironique ou c'est agréable. Les deux, probablement. C'était Messi, il était pas juste bon par flash, là. Il était bon tout court. 495 possibilités en ce moment. C'est mathématique, mais bon. Hey, la Colombie. c'est ça pas le Brésil, c'est La Colombie joue-tu ici dans 2-3 jours? Non, la Colombie jouait ce jour-là, mais à 5000 km. Il jouait à Mexico City. Non, pour le coup, on avait une limousine. Et le stade olympique de Qatar a explosé. Le stade a explosé. Au fond des filets. Dans le haut de la boîte à pain. Merci à notre partenaire présentateur Mise au jeu. Pour la Coupe du Monde, Mise au jeu a déployé une expérience pensée pour tous les partisans. En plus de pages dédiées à chacune des équipes participantes, Mise au jeu vous laisse choisir chaque jour le pays dont la cote sera bonifiée pour son prochain match. Pour voir toutes les offres de paris et ne rien manquer du tournoi, télécharge l'appli Mise au jeu plus, 18 ans et plus. Vous écoutez Plein Axe du 22 juin. Frédéric Laure avec vous en compagnie de... Olivier Brett. Je suis content qu'on fasse Mise au jeu d'abord et ensuite Carlsberg aussi. Je pense que c'est la façon responsable de gérer nos publicités. Mise au jeu d'abord, Carlsberg ensuite, parce que si Carlsberg d'abord et Mise au jeu ensuite, ça risque un peu de déraper. Et nos invités ensuite. Ensuite. Voilà, notre invité aujourd'hui, vous l'aurez reconnu, mesdames, messieurs, il est sur le mur de la renommée, mais il n'est pas de façon permanente sur le mur de la renommée, ça serait un peu ridicule. Hassoun Camara, notre ami Hassoun Camara. Salut Hassoun. Salut messieurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Plaisir d'être là. Ben, c'est là. sûr que quand tu t'occupes aussi bien de son brand avec ton garçon que tu le fais, c'est pas gênant de venir se présenter. Je tiens à dire, puis ça fait longtemps, puis quand on travaillait, en fait, quand j'ai eu mon enfant, on travaillait ensemble, moi, en fait, je l'ai pas eu, c'est mon épouse qui l'a eu, mais j'ai assisté. On était enceinte. Ben, j'ai voulu être enceinte, mais je suis incapable. Je sais pas, je dois pas être fertile. Bref, je travaillais à TVA Sport avec Hassoun Camara, et Hassoun a cette grande qualité, il y a un charisme extraordinaire et je pense que ça émanait de la télévision. Et à chaque fois qu'il arrivait à la télé, mon fils disait « Hassoun ». Hassoun parlait peut-être 3 ou 4 mots, mais il disait « Hassoun ». Puis il l'aimait beaucoup, il était très impressionné. Les premiers mots de ton gars, c'était Hassoun. C'était... Ça aurait été hot, ça. Pas les premiers, mais... Pas les premiers. Non. Pas Les loin. premiers, mais en même temps, c'est resté... Écoute, on a parlé de... Je pensais à ça en m'en venant. On parlait de Samuel Piette dans ses négociations de contrat et tout de suite, là. Puis des Québécois, puis les gens qui ont embrassé la place, puis les gens qui restent ici, puis comment c'est important d'avoir une continuité pour les fans. C'est l'effet Mathieu Proulx et Étienne Boulay aussi, en quelque sorte. Tout le monde se rappelle maintenant qu'Étienne Boulay, c'est un combattant de Mixed Martial Arts. C'est ça, Étienne Boulay, non? Oui. Ouais, c'est ça. Hassoun, il continue à être un ancien joueur du Bleu, Blanc, Noir. Il porte ça fièrement. On le voit dans les médias. Puis ça, c'était pas dans son contrat à l'époque de joueur. Non. Mais ça aurait valu, en fait, ou ça peut valoir, à mon avis. T'es pas obligé de commenter. Oui, non, c'est sûr. Je veux dire, c'est personnel, c'est un ressenti aussi. Puis quand t'es content d'être dans une place, je pense que tu fais pas d'efforts, t'as pas le sentiment de faire d'efforts, les choses se font naturellement. Puis voilà, ça a mené à une carrière et une après-carrière et j'en suis très heureux aujourd'hui. Hassoun qui a été reconnu partout à travers la ville puis la province pour son absence d'effort. Il y a pas... Sans aucun effort. Non, mais tout ça, cet effort-là et cette passion qu'il a mis, puis je le dis souvent, puis je vais le redire, qu'il a mis pour le club, ça fait de lui c'est sa quadruple nationalité. T'es français, sénégalais, canadien et québécois / montréalais aussi. Ouais. Personne peut jamais te l'enlever. Justement, on va parler de Coupe du Monde. T'es allé voir le match France-Sénégal. Tes enfants sont où? Oui. Dans tout ça, tu sais, moi, mais pour vrai, La fête des pères, ouais. T'as l'avantage de pouvoir supporter à peu près 52 équipes. Absolument. Mais après ça, t'as peut-être, je sais pas, un penchant plus... Oui, c'est des discussions, c'est toujours des discussions d'abord avec les enfants, bien entendu, mais aussi avec mes parents, avec ma mère, avec mes frères, mes sœurs. Qui font du lobby? Où est-ce qu'on se situe? Pour qui tu... Pour qui on prend? C'est ça. Pour qui tu penches? Est-ce que tu vas supporter le Sénégal? Est-ce que tu vas fêter la victoire de la France? Est-ce que tu vas encourager le Canada dans leur émancipation? C'est beaucoup d'échanges, de discussions, mais ultra intéressantes aussi, parce que chacun a son ressenti. J'ai une cousine, par exemple, qui, elle, est une fervente supportrice de l'équipe de France, quoi qu'il arrive. Okay. Pourtant, d'origine sénégalaise comme moi, amoureuse de l'équipe du Sénégal aussi, amoureuse de sa patrie. Mais
quand il s'agit de Coupe du Monde, c'est la France et personne d'autre. Ah ouais. Quoi qu'il arrive, et ça a été intéressant, puisque ça a fait émerger des discussions, des échanges, avec les enfants pareil, quel maillot porter, la préférence, Kylian Mbappé, il est meilleur que Neymar, etc. C'est super intéressant, mais voilà, c'est la magie du foot aussi, ça amène ces discussions, et c'est pour ça que j'aime la Coupe du Monde quand même. La France a des arguments quand même pour l'hégémonie du partisanat. Ouais. Même au Canada aussi, on a de la difficulté à garder nos Canadiens. On est d'accord. Moi, ce que je retiens là-dedans, c'est que, tu sais, on a déjà des auditeurs qui nous ont offert des maillots. Si on a des auditeurs qui sont bons en courte pointe, il y a la famille Camara qui aimerait des maillots avec à peu près tous les maillots ramassés. On est preneurs, ouais. En un seul. Les Catalogues, c'est très québécois, ça aussi. Nos grands-mères faisaient ça. T'as pas ça, une vieille Catalogue dans ton... C'est espagnol, je pense. Là, oui, tu parles du Catalogue? Oui. Hey, je reviens à toi, Olivier Brett, mon gars. T'as eu quelque chose de pas très facile aussi, parce que t'étais à la description de Canada, Qatar, et moi... Les affaires pires que ça dans la vie, remarque. Non, mais la charge émotive qu'il y a eu dans ce match-là, parce qu'il y a eu un avant et après. Écoute, je sais pas comment t'as fait pour continuer à décrire, parce que personnellement, j'aurais été abattu. Moi, en tant que téléspectateur, après la blessure d'Ismaël Koné, j'ai eu un down. Écoute, j'ai eu de la difficulté à me réjouir des autres buts, de tout ça. Écoute, la difficulté, c'est rendre... En tant que descripteur, moi je l'ai vécu à l'Euro, te rappelles-tu? Je sais pas si tu étais là aussi à ça dans l'Euro 2020, Christian Eriksen. Absolument. Comment ça a été un choc quand Christian Eriksen a eu un arrêt cardiaque puis est tombé. Tu veux rendre l'immensité en fait, de l'enjeu, mais aussi de la blessure, puis de la profonde humanité de cette blessure-là. Ça a été... écoute, je te dis, j'ai eu de la difficulté à regarder après. Ça a été vraiment, vraiment tough. Comment tu l'as vécu, cette blessure-là? Tu le connais, Isma, en plus? Oui. Ça a été sincèrement extrêmement difficile parce que, bien entendu, la santé d'Isma et de tous les joueurs, d'ailleurs, c'est ce qu'il y a de plus important sur un terrain de foot. Parallèlement à ça, il avait une progression extraordinaire, je trouve, tout au long de la saison. Puis là, c'est le point culminant de sa saison. Il joue à Vancouver, il rayonne. Tout le monde parle de lui. Tout le monde ici au Québec, au Canada, mais aussi en Europe aussi. C'est vraiment, voilà, pour avoir échangé avec des journalistes et des observateurs du football canadien, ils avaient des étoiles plein les yeux en voyant Isma. Puis le voir, en fait, ce qui m'a le plus choqué, c'est au moment où il se rend compte, en fait, de la fracture. Je vois son regard, je vois qu'il est stupéfait. Et là, ça m'a saisi. Je me suis dit, mais... Waouh, pourquoi lui? Pourquoi à ce moment? Pourquoi mais il y a une gradation. C'était fou. Parce qu'on voit cette image-là, on voit sa face, on fait « Ouh! » Ouais. Il se passe de quoi? Moi, je pensais que c'était le tendon qui s'était sectionné ou quelque chose. Non. Puis là, tu vois... Je vois tout de suite le tibia, moi. Ah oui? Ouais, 100%. Tu l'as vu? Moi, j'ai pas... Écoute, c'est une question d'attention, puis c'est une fraction microseconde. T'attends-tu la reprise? Non, parce que moi, en tant que descripteur, je me suis dit... Mais il y en a pas. Non, mais savais-tu qu'elle s'en venait pas, la reprise? Non. Parce mais que... au fur et à mesure qu'elle vient pas, tu catches. Ben exactement. Non, mais moi, c'est quand Maxime Crépeau est débarqué. Ah ouais? Quand Maxime Crépeau arrive, puis que là, tu vois les joueurs qui se mettent autour d'Isma, tu dis, là, c'est grave. Puis tu voyais la réaction, c'est Madibo qui a été expulsé. Tu vois sa réaction à lui, il est là avec les deux mains sur la tête, puis... Écoute, s'il était dans une bande dessinée, tu aurais une bulle qui dit « Je viens de lui casser la jambe. » C'était... parce que sur le coup, là, c'est rien. Il chute. Je l'ai revu une fois, j'ai pas voulu le revoir plus, mais je comprends pas ce qui arrive vraiment. Je comprends pas le tacle. Il y a pas de malice, mis à part que c'est par derrière, puis que c'est un peu lazy. Oui, pas tant de malice, non? Il vient pour lui mettre un coup. Je pense qu'il y avait beaucoup de nervosité de sa part. Déjà, moi, je l'observais sincèrement. Je trouvais qu'il était un peu chaud sur le match. Il fait ce coup-là, mais à mon avis, c'est pas pour lui casser la jambe en tant que tel. Mais il met du temps à réagir aussi. Il met du temps à mettre la main sur la tête. Ouais. Je pense qu'il est encore... Il réalise pas ce qui s'est passé. C'est peut-être 15-20 secondes après qu'il met la main sur la tête et qu'il dit « Oh là là, là, je crois que j'en ai fait une. » Puis oui, c'est malheureux parce que on perd un super joueur. Et en même temps, j'ai le sentiment que c'est ce genre de moment qui peut marquer aussi l'histoire d'une nation et fédérer à la fois les joueurs, on l'a vu, les réactions des joueurs, mais une nation qui peut se reconnaître en fait
dans une équipe et dans un joueur qui se sacrifie pour un drapeau et qui peut faire aussi amener un virage extraordinaire pour le foot au Canada. Je suis d'accord avec toi, mais là, tu parles de tout le monde qui est à l'extérieur de l'équipe. Ouais. OK? La vitesse aussi à laquelle on a été capable de réfléchir pour garder Ismaël Koné présent dans ce match-là, la célébration de Nathan Saliba avec son 8. Sa célébration à lui. Ben oui, c'est ça. Sortir, je parle de célébration, là, j'exagère le mot, là, mais le voir blessé, fracturé, lever la main et saluer la foule en quittant le stade, mais c'est... Non, mais moi, je veux dire, ceux qui prendre sont la restés... mesure en 5 minutes de la gravité de cette équipe-là a pris la mesure rapidement avec de tout ce qui se passait. Le maillot qui était disponible, tu sais, Ouais. c'est comme... Puis je sais que c'est pas ça, là. On parle d'un moment qui est tragique dans le tournoi. On dira pas carrière d'Ismaël Koné. Mais si tu avais eu quelqu'un qui scriptait le moment, tu avais un maillot, tu avais Saliba, son ancien coéquipier, qui marque, qui fait la célébration avec le 8, qui va chercher un maillot de Koné. Tu sais, tout était là pour marquer l'imaginaire. Ça, c'est à l'extérieur. Maintenant, à l'intérieur du groupe, moi, je pense que tu viens aussi d'avoir un moment où s'il y a quelqu'un, à un moment donné, tu sais, il y a eu les histoires avec Kyle Larin, puis il était pas content de son statut, là, il est revenu titulaire. Il a encore fait les oreilles en Mais passant. si tu ramènes... Ouais, mais il va le faire jusqu'à la fin des temps, puis c'est correct. Continue à marquer. Moi, je m'obstinerai. Tout va bien. Je m'obstinerai pas avec toi. Je pense que, puis là, je veux pas trop rentrer dans les détails de la Suisse. J'ai hâte de voir ce que ça va faire. Je pense que Kyle Larin va être titulaire encore, mais c'était une configuration de match parfaite pour lui parce que tu as plein de ballons qui sont dans la surface. Ouais. Ce sera pas la même chose face à la Suisse. Il va falloir que tu contribues davantage. Mais là où je veux en venir, c'est que là, t'as-tu l'argument massu pour dire à quelqu'un, t'es-tu vraiment en train de chialer, toi, en ce moment? Là? Du fait que t'es sur le banc, du fait que je t'ai sorti, du fait que tu joues peut-être hors position, que je te pousse un peu à l'entraînement, que je te reprends de voler pour une performance. Hey, t'as tes 2 jambes en ce moment, là. T'es debout, puis t'es capable de jouer au prochain match, puis t'es capable de t'entraîner, puis t'es capable d'aller toi-même à la toilette cette nuit si tu te réveilles, puis t'as envie d'aller faire pipi. Tu sais, c'est majeur. Puis là, à un moment donné, t'es porté aussi par quelque chose qui va bien au-delà de ta petite personne. C'est un gars qui est sorti avec un pouce en l'air. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est pas arrivé à Maxime Crépeau en 2022 en finale de Coupe MLS, si Isma est capable de rester aussi calme. Il a peut-être vu quelqu'un le vivre avant lui. Mais écoute, 4 gars dans cette équipe-là qui se sont cassés la jambe, ça s'invente justement, pas. ça ressemble à quel... Parce que j'ai tout lu et rien lu en même temps, dernièrement. Henrik Larsson. Non, mais ça ressemble à qui? C'est-tu la blessure? Parce que j'ai vu à Buchanan... Parce que les gens qui nous écoutent, là, on se demande... Buchanan, c'était à l'entraînement, là? Ouais, non, je sais, mais en termes de fracture, c'était le tibia aussi, non? Ça, je sais pas. OK, parce que ce que je comprends, c'est 6 mois au moins, je pense, pour Ismaël Koné. C'est ce qu'on dit. Moi, j'ai été de lire aussi tous les articles de médecine à ce propos, savoir s'il y avait une broche qui avait été mise en place pour maintenir le tibia. Apparemment, non. Puis, j'ai lu que finalement, ce serait, dans les circonstances, peut-être la meilleure chose, je sais pas si c'est le bon mot là, qui lui soit arrivé, parce que c'est quelque part c'est pas la cheville, c'est pas les croisés non plus, donc l'opération a été un succès aussi, un franc succès, donc on lui souhaite un bon rétablissement. Moi sincèrement je me mettais à sa place dans le timing, c'était le moment où il fallait briller, montrer justement l'étendue de sa qualité. Peut-être un transfert en vue en ce moment, à l'Inter de Milan ou ailleurs. Puis voilà, j'ai le sentiment que malgré tout, les choses vont bien aller. Il a eu des mots de la terre entière, Achraf Hakimi qui a mis des mots pour l'encourager, des joueurs d'envergure internationale qui l'ont poussé. Puis je pense que ce moment-là va devenir un moment marquant paradoxalement et iconique pour l'histoire du foot. Dans une journée qui l'a été déjà à la base. Absolument. Je demandais ça parce que tu as dit les 4. Il y en a 4 qui sont faites. Justement, est-ce que ça se compare à Maxime? Est-ce que ça se compare à Bombito? Est-ce que ça se compare à Buchanan? Bref. Mais il est out pour longtemps. Ouais, c'est ça. Non, c'était juste pour ma gouverne. Puis pour les gens, j'ai croisé beaucoup de gens qui me demandaient la teneur de cette blessure-là. Puis c'est quelque chose qui me dépasse un peu. Il y a un bon article d'ailleurs de Théo Tonio sur les médecins qui regardaient le match puis qui supposément l'attendaient ou étaient prêts en arrivant à l'hôpital. Ça, c'est une bonne affaire. Je vous rappelle qu'il y a toujours 2 façons de suivre les contenus de KO Sport, soit en s'abonnant au ko-sport.tv. Vous avez droit à différentes primeurs, des offres spéciales, des rencontres avec les animateurs de la station. Sinon,
vous pouvez toujours nous suivre sur YouTube. Alors, abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt. Olivier, il me connaît, je fais souvent les top 3 aussi, parce que c'est un peu... Ce genre de blessure-là, je vous l'ai dit, j'ai regardé une autre fois, mais il y a une fascination morbide un peu, tu sais, c'est des trucs qui te saisissent, puis un peu comme un accident de char, tu veux pas regarder, mais... Mes top 3 des trucs que j'ai vus en direct qui m'ont fait faire Max Crépeau en finale 2022. Connaissez-vous Gordon Hayward de la NBA, le premier match de 2017, j'étais dans mon salon. Non. La jambe explose. Ma blonde est dans la cuisine. J'ai hurlé. Elle est arrivée en courant en se demandant ce qui arrivait. Dégueulasse. Puis, vous rappelez-vous de Moïse Alou? Je sais pas si c'est joueur de baseball 1993. Le pied est à 90 degrés. Difficile. En tout cas, voilà. C'est pour mon top Hassan 3. était à l'écoute en 93. C'était une bonne année. 93, c'était une bonne année. Juste avant 94. J'ai Kobe Bryant, rupture du tendon d'Achille. Ouais. Et qui continue à tirer son panier quand même malgré tout. Ouais, mais c'est moins... C'est moins spectaculaire. Je parlais de spectaculaire. Dégueulasse. Là, on se rappelle-tu que cette équipe-là a gagné son premier match de Coupe du Monde? Là? Ouais, top. Mais... je vais parler... 15 minutes de downer. Non, mais je vais parler de Koné en même temps, parce que la semaine dernière, j'ai dit quelque chose d'un peu surprenant. J'ai dit, Koné, lui et David devaient en donner plus. Mais moi, Koné, c'est l'étendue de son... ce que je veux dire, je vais préciser, parce que je pense que c'est pas tout le monde qui a compris, c'est que il y a un autre palier. Il y a un autre palier, parce que sa carrière n'est pas finie. Saliba aussi. Ouais. Ben. Mais je pense que Koné, il y a quelque contraire. chose d'extraordinaire. Ah oui. Est-ce que ça baisse le plafond du Canada, la perte de Koné? Je pense que... c'est non. downer. J'étais trop downer. Non, ils ont gagné. C'est ça, je pense que, sincèrement, Nathan Saliba a le caractère pour pouvoir pallier à l'absence de Koné dans un autre registre. Franchement, les qualités d'Ismaël sont exceptionnelles, sont incroyables. Il est capable de faire des choses, de casser les lignes, d'être techniquement au-dessus, d'éliminer et de percuter. Il y a vraiment pas de problème. Mais j'ai pas le sentiment non plus que Nathan... baissera la qualité collective de l'équipe. Je trouve qu'il y a des joueurs qui ont grandi dans ce match face au Qatar, comparativement au premier match. J'étais très sceptique en voyant Jonathan sur le premier match, par exemple. Jonathan David, pardon, qui était... Voilà, en dedans, je trouvais qu'il manquait d'efficacité, de promptitude aussi. Ça frappe, l'opportunité qu'il a du pied gauche, qui pour moi est un penalty pour lui. Puis on sent dans sa frappe, à la Bosnie. Ouais, on sent dans sa frappe qu'il n'y a pas la confiance, il n'y a pas le rythme, il n'y a pas la détermination pour allumer la cage. Puis j'ai senti beaucoup plus fringant en fait, et ses intentions étaient beaucoup plus belles face au Qatar. Donc je pense vraiment que collectivement, il y a des arguments, il y a du caractère en ce moment, et je pense que c'est vraiment cette idée collective qui va permettre de pallier à l'absence d'Ismaël. Je veux juste finir sur Koné après, mais y a-tu un gars qui a marqué plus de buts, puis là c'est un commentaire positif, là, mais plus de buts oubliables que Jonathan David? Il manque des buts, là, c'est comme, être dedans. Ouais, mais il l'a mis dedans comment déjà? Il l'a mis dedans, là. C'est un intérieur du pied, c'est un intérieur de l'autre pied. Le gardien est battu. Tu sais, c'est rarement des frappes hallucinantes, un geste de fou. C'est juste bang. Sa reprise de volet est pas mal, faut le dire. On est d'accord. Oui. Mais au volume, là, c'est juste un gars dont la job principale, c'est de mettre le ballon au fond des filets, le ramasser, rinse and repeat. C'est hallucinant. Pour revenir sur Ismaël, moi, je pense que ça met de la pression sur Steven Eustáquio. Lui, il faut qu'il en prenne plus au milieu de terrain. Puis là où tu vas avoir un défi, c'est que tes gars devant, il faut qu'ils se rendent encore plus disponibles parce que t'as pas le gars... Nathan est capable de le faire un peu, mais pas autant qu'Ismaël Koné. Battre une ligne au milieu de terrain, éliminer balle au pied, ça va se faire par les combinaisons. Puis c'est là où il faut que Jonathan David soit allumé. Si c'est un Tani Oluwaseyi qui joue devant, il faut pas que tu sois brouillon techniquement. Kyle Larin, si t'es face à la Suisse, il faut que tu sois disponible, que tu n'attendes pas juste quand tu arrives dans la surface de réparation pour mettre la switch à on puis dire, donnez-moi le ballon. Il va falloir que tu contribues davantage à donner des solutions au milieu de terrain parce qu'Ismaël, ça avait été ça
le but de Larin face à la Bosnie. Il est tout seul, ça s'en va nulle part, bang, il décide de courir balle au pied. Ça, c'est pas dans le registre de Nathan. Ça veut-tu dire que t'es plus capable de garder le même niveau? Non, mais tu peux pas t'attendre à ce que les gars répètent ou imitent Ismaël Koné. C'est le seul profil que t'as C'est qui peut-être pour ressemble à ça que je fais de l'enflure, mais c'est ce que tu viens de nommer, là, puis ce but-là de Karl Larin, c'est ça l'extraordinaire qu'il y avait sur Ismaël Koné. Je sais pas s'il est capable de le faire, de prendre un match à son compte, mais par fulgurance, il était capable, de point de vue offensif, parce que ça demeure, malgré le 6-0, ça demeure un peu le talon d'Achille, ou du moins la faiblesse, une certaine faiblesse du Canada, justement, de créer, d'accélérer, puis d'aller marquer. Puis je trouvais que Koné pouvait faire ça. Mais en même temps, l'occasion fait le larron. Saliba va nous va assurément, puis il l'a fait dans ce match-là. Je sais que c'est juste un coup franc, là, ouais. mais avec tout ce qui te passe par la tête, d'être capable de le mettre. Puis moi, ce que j'ai trouvé, c'est drôle parce que je pense que ça résume un peu le profil des deux joueurs. Ismaël a quelque chose d'un peu plus flashy. Nathan, c'est propre, c'est clean, puis c'est un petit peu plus basique, même si c'est difficile à exécuter. Son coup franc, c'était ça, là. Je l'entoure. Tu sais, il n'y avait rien de... C'était juste, je le mets au fond. Puis d'avoir été capable de le faire, puis, tu sais, il y avait... Je disais tantôt, t'es porté par quelque chose. Je suis convaincu que Nathan, il est déjà en train de penser à sa célébration après, puis il dit, moi, celui-là, je le marque pour le gars qui est déjà dans l'ambulance. Il y avait quelque chose de spécial, puis chapeau d'avoir été capable de te calmer, de prendre une grande respiration, puis de marquer ton premier en Coupe du Monde. Le caractère aussi, t'es remplaçant, tu rentres, tu prends le coup franc. Il y a d'autres personnes, d'autres joueurs qui auraient pu le prendre. C'est lui qui le prend, qui prend ses responsabilités. Il est pied droit, le ballon est un peu excentré. Je suis même pas sûr que ça soit fait pour un droitier dans ce sens-là. Il le prend quand même, il arrive à le mettre dedans. Ça dénote quand même de la personnalité du gars qui a envie de bien faire et de prendre ses responsabilités. C'est une opportunité énorme pour lui aussi, à lui de la saisir et de se mettre à la hauteur de l'événement. Puis malheureusement. Ce coup franc-là rentre aussi, je veux juste dire, c'est pas parce que c'est le Qatar devant. Hein. Il rentre contre la France, il rentre contre. C'est un beau but. C'est ça. C'est un magnifique but. Puis, juste peut-être pour conclure l'histoire des milieux de terrain, ça ouvre aussi la porte à Mathieu Choinière. Oui, absolument. Il n'a pas joué encore. Parce que Mathieu n'est pas rentré sur les 2 premiers matchs. Est-ce qu'il serait rentré? Je ne sais pas. Là, si Samuel Piette n'a pas touché le terrain au Qatar, c'était possible que Mathieu ne touche pas le terrain. Là, il va jouer. Ouais. Est-ce que, théoriquement, là, est-ce que ça donne plus de place à Jonathan David ou ça n'a pas... Non. Ça n'a pas d'incidence? Non, moi, je pense pas. Okay. C'est les moments... Tu veux dire parce que Isma est un gars qui se projette plus vers l'avant? Peut-être, oui. Non, moi, je pense que c'est une question de choisir les moments. Ouais. Puis, tu sais, le début de match, là, face au Qatar, je comprends qu'il y a les expulsions, mais ça partait dans tous les sens. Ça bougeait, il y avait du mouvement. Les joueurs de couloir, à partir du moment où des gars sont grouillants comme Ali Ahmed... l'a été dans ce match-là. Il l'a été en rentrant face à la Bosnie. Tejan Buchanan a été bien meilleur face au Qatar qu'il l'a été face à la Bosnie. Puis là, tu as un Alphonso Davies qui attend dans le pipeline aussi. Est-ce qu'on va le voir face à la Suisse? Je le sais pas. Mais tu sais, quand tu as ce genre de contribution-là dans les couloirs, si c'est bien animé, ben, ça devrait de facto laisser un peu plus de place à Jonathan David. Est-ce que les gens m'ont demandé ça en fin de semaine aussi? La Suisse... Règle de 3. La Suisse fait match nul contre le Qatar. Le Canada explose le Qatar. Donc, le Canada... est champion du monde. C'est ça? Non, le Canada trouvait un verbe, la Suisse. Ouais. Est-ce qu'on peut faire ça? C'est quoi la différence? C'est le premier match? La différence, c'est que tu as explosé le Qatar. Fait qu'un match nul, t'es premier. Non, je sais. Mais par rapport à l'opposition Suisse-Canada, est-ce que ça dit quelque chose sur la qualité de la Suisse versus la qualité du Canada? Les résultats... Chaque match a sa réalité. On a vu d'ailleurs le Qatar qui a accroché la Suisse et qui en prennent 6 après le match d'après. Donc, je pense pas qu'il y ait des corrélations directes. Je trouve que le groupe est assez homogène dans un sens et que il faut mettre l'effort pour pouvoir tirer son épingle du jeu à chaque match. C'est une belle opportunité pour le Canada. C'est historique. T'imagines, tu sors premier du groupe dans ta Coupe du Monde chez toi. Je pense que c'est une belle opportunité. Ça te permet d'être bien placé aussi. Par la suite aussi, de pouvoir faire une différence aussi face aux potentiels adversaires. Et je pense que j'aime ce que dégage aussi. On a parlé des joueurs, bien entendu, mais j'ai envie de mettre le highlight sur Jesse, sur ce qu'il apporte aussi à cette équipe-là. DJ Marsh? Ouais, sur c'est ça. Non, mais ça en fait partie. On en parle justement de sa position, de ce qu'il dégage,
de l'énergie qu'il apporte sur le bord du terrain. C'est repris partout dans le monde. Tu parlais du DJ Jesse, mais sa sortie de match, le tour du stade. T'en avais parlé, Oli, c'est avec toi qu'on en avait parlé, je pense aussi. Mais qu'est-ce que t'en as pensé? Parce que ça a été critiqué, même. Je regardais en Irlande, t'en as qui disent, tu sais, il en fait trop. Egomaniac, le gars, t'es en train de célébrer une victoire de 6-0 contre le Qatar, non, qui était réduit à 9. C'est un manque de respect. Qu'est-ce que t'en as pensé? Non, il célèbre une victoire qu'il a été chercher. Ils sont réduits à 9 parce que le Canada a bien joué, parce qu'ils ont fait les choses correctement, parce qu'ils ont pris ce match justement qui pouvait être un match piège. Si on avait dit, s'il y avait eu match nul, on serait tombé sur le Canada pour dire cette équipe, Qatar, même le Qatar, je vois déjà l'histoire en fait racontée. Au contraire, ils l'ont pris par le bon bout, ils ont donné tous les arguments et puis l'état d'esprit que donne Jesse justement détonne avec ce qu'on avait l'habitude de vivre au Canada, je trouve. Et moi, ça me va très bien. C'est de l'ambition, c'est de ne pas avoir peur de vouloir gagner, pas avoir peur d'assumer son ambition aussi, et c'est ce qui dégage, c'est ce qui transmet surtout à ses joueurs. Et puis moi je suis vraiment emballé par cette idée-là. Moi, il y a quelques éléments qui me font dire, puis je peux comprendre quelqu'un de l'extérieur qui dit tu manques de respect à l'adversaire, c'est une victoire de 6-0, c'est over the top tes célébrations. Mais il est où le manque de respect, il est où? Non, mais c'est ça, c'est que chaque but compte. T'as jamais gagné un match dans l'histoire. C'est la première victoire de l'histoire dans un match hautement émotif. C'est ça. Hey, mon gars, à quelle heure, ta Guinness, à quelle heure c'est trop d'arrogance? Je comprends pas. Pas juste ça. C'est qu'il faut saisir tout ce qui mène à ce moment-là. Au mois de mars, quand l'Italie peut encore se qualifier, Jesse Marsch était déjà préoccupé par les ambiances pour ces 3 matchs de phase de groupe. Parce que tu savais pas trop, est-ce que tu vas avoir un soutien à 100% canadien? Est-ce que ce soutien-là, ça va être un peu familial, un après-midi au parc? Fait qu'il avait dit à ce moment-là, vos maillots de l'Italie, déchirez-les, brûlez-les, trouvez-vous du stock rouge. On veut que ce soit rouge, mur à mur, au BMO Field. Ça, c'était la première fois. À l'approche du match face au Qatar, on veut que le toit explose au BC Place. Il est constamment en train d'envoyer un message. Là, tu finis un match où, j'ai des collègues qui étaient dans la zone mixte, l'équipe était sur un méga down à cause de l'histoire de la blessure à Ismaël Koné. Donc là, je ne sais pas à quel point Marsch est capable de compartimenter ou Marsch, au contraire, est en train de dire là, l'énergie de l'équipe en termes de message que ça envoie à la foule en vue du match contre la Suisse qui joue encore à Vancouver dans quelques jours. Là, il faut mettre le party. Puis je vous dis, ce tour d'honneur-là, moi, j'ai vécu une demi-finale de Ligue des Champions, Manchester United, FC Barcelone à Old Trafford. Ça, c'était le top. J'ai jamais vu quelque chose comme ce que j'ai vécu au Canada à Vancouver. Mais ça, c'est parce que Jesse Marsch a fait le tour. Puis oui, il a été l'Américain qui est comme « let's go, on va tous les conquérir », puis partez à musique, on va faire un party, puis on met la table pour le match contre la Suisse. Moi, je pense que c'était ultra important parce que, je te dis, là, cette équipe-là était shakée. Je pense pas qu'il était tant que ça en mode célébration. Il était plus en mode « je veux embarquer dans la voiture pour aller voir si Ismaël Koné est correct à l'hôpital ». Quand tu comprends tout ce contexte-là, tu peux pas t'obstiner avec Jesse Marsch. Après, il faut que tu fasses la job contre la Suisse. Ça fait partie de ses qualités d'entraîneur aussi. Puis des entraîneurs de 2026, il sait jouer avec les émotions, puis il sait attiser ces émotions-là chez les joueurs. C'est pas... sans rien leur enlever, c'est tous des gars intelligents, mais ce sont pas des grands intellectuels qui vont vouloir avoir un grand discours après. Les gars, ils ont perdu un frère d'armes. Ils sont à fleur de peau. Ils ont revécu aussi des traumatismes. On a parlé des 4 joueurs aussi qui ont une blessure semblable à Koné. Ils ont vécu des traumatismes comme ça. Marsch sait le jouer et sait l'embrasser aussi, cette émotion-là. Puis ça fait partie de ses qualités qu'il a comme leader. Mais parlons du match. C'est le 24, d'ailleurs. C'est le jour de la Saint-Jean. Je sais pas si c'est ironique ou c'est agréable. Les deux, probablement. Symbolique et ironique. Ouais. À quel point c'est important la première place du groupe B? Parce que là... À ce stade-ci? Premier groupe B, tu joues le 2 juillet. Si le Canada là, passe devant la Suisse, finit premier. 2 juillet à Vancouver, contre une 3e position. Random, c'est difficile à de faire. 3 groupes, là, je pense. La BBC a un simulateur qui est pas mal, mais il y a vraiment beaucoup de... permutations possibles. Oui. Je pense qu'il y a 495 possibilités en ce moment. C'est mathématique, mais bon. Et après ça, justement, Vancouver. Et si le 16e devait être gagné, ça serait encore en Vancouver, le 7. Ça, c'est la première position. La 2e position, le match, c'est beaucoup plus tôt. C'est le 28 juin à Inglewood, en Californie.
Ça serait contre le deuxième du groupe A. Pour l'instant, on anticipe la Corée du Sud. À moins que ça change. Mm-hmm. Donc, je réponds à ma propre question, non? Hyper important. Non, mais avec les Absolument. résultats que tu as eus, sachant que tu as juste besoin d'un match nul, t'sais, si tu finis deuxième, tu joueras avec les cartes qui sont sur la table en avant de toi, puis tu iras à Inglewood affronter la Corée du Sud. Mais là, c'est la première place. Tu es all-in. Puis on revient aux célébrations de Jesse Marsh. Marsh a dit au début là, de tout ce processus-là, nous, c'est la première place du groupe. Hey, t'avais un filet de sûreté, là. Il aurait pu dire, on veut atteindre le prochain tour, ce sera une première dans l'histoire du Canada, tu sais, c'est important d'y aller une étape à la fois. Il a jamais dit ça. Il a dit, nous, ce qu'on veut, c'est gagner le groupe. Et là, t'aurais-tu signé en bas de la feuille, tu penses? Un match nul contre la Suisse au absolument. dernier match, Ouais. puis t'es premier, tu joues à la maison, les 2 matchs suivants, puis on n'a pas... Puis t'affrontes un meilleur troisième. On va faire attention avec les meilleurs troisièmes, là, parce que t'es pas à l'abri d'une surprise, puis je suis le premier à dire qu'il va y avoir des accidents de char en 16e de finale. Mais écoute, c'est un scénario rêvé. Puis là, moi, je pense que c'est niaiseux, mais la foule y est pour beaucoup. Absolument. Dans ce match-là. Et c'est pour ça que je pense que les célébrations de Marsh étaient importantes l'autre jour. Assure la première place là-dessus, parce qu'on va revenir sur l'attitude que va prendre Marsh. Je vais vouloir t'entendre là-dessus, Olivier, sur l'attitude. Mais moi, j'ai dit, premier du groupe, c'est la Coupe du Monde. Fait que moi, la Coupe du Monde, du moins la réussite de cette Coupe du Monde-là, entendez bien, se joue contre la Suisse. Olivier a parlé, t'as dit, je cite bien, Olivier, 16e de finale, ça serait la Coupe du Monde, ça serait le pinacle. Non, moi, ce que je t'ai dit, c'est gagner. Se rendre en 8e. Ouais. C'est ça. Donc, gagner 16e de finale. Oui, ça. exact. OK. Toi, la Coupe du Monde, là, de façon symbolique, réussie, parce qu'on s'entend tous que le Canada, je l'explique à mon fils, soulèvera pas le trophée, à moins de... Ben écoute, on peut rêver, là. On peut rêver. Mais mise au jeu, je pense pas qu'il serait game de nous faire des cotes nécessairement là-dessus. Ou du moins des bonnes cotes. Toi, ce serait quoi une Coupe du Monde, la Coupe du Monde du Canada? Non, c'est d'aller le plus loin possible. Je pense que les 8e de finale, comme tu le dis, c'est quelque chose qui peut... D'une certaine façon, je dis bien, je vais préciser mon propos, rendre cette Coupe du Monde réussie. Pourquoi d'une certaine façon? Parce que la façon, le match, l'adversaire que tu vas rencontrer, ce que tu vas proposer compte beaucoup pour moi. Si tu sors et que tu n'as rien proposé et que le match tu passes complètement à côté de ton match, sincèrement, je serais beaucoup plus sévère avec l'équipe qui, à contrario, si elle nous propose du jeu, si elle a tout donné, si on sent que c'est une équipe qui a embarqué justement les partisans et qui a fourni un match simplement, parce qu'à la fin, la réalité, c'est du foot, il peut tout se passer, je serais peut-être plus indulgent, même si tu sortais en 16e de finale, je me dirais, cette équipe, elle m'a embarqué pour cette Coupe du Monde-là, puis il y a tellement de propositions footballistiques que j'ai envie de la suivre par la suite. Et je pense que c'est ça, pour moi, une Coupe du Monde réussie, c'est qu'on embarque justement le public, qu'on embarque les gens, les amoureux du football, et qu'on se dise que cette équipe a quelque chose et que l'avenir est rayonnant. Donc, pour moi, c'est vraiment ça. Il y a le contexte va énormément compter et l'abnégation qu'ils vont mettre, les encouragements de Jesse Marsh, il y a tout cet emballage-là que j'ai envie de vivre en émotion. Pour moi, c'est ultra important. Tout cet emballage-là, puis je me tourne vers toi. Jesse Marsh, là, je veux pas dire kamikaze, mais il va crier, il va faire jouer une scène de Braveheart dans le vestiaire avant, puis il va crier Freedom en sortant. Non? C'est ça qu'il faudrait faire. Non, mais t'as pas besoin. Tu mets une photo d'Ismaël Koné sur le mur. C'est fini. Est-ce qu'ils vont jouer contre la Suisse ou ils vont être prudents? Ben oui. Il faut y aller. Jesse Marsh, il n'y a pas... C'est comme Wilfred Nancy à l'époque, quand on dit « Ah là, tu joues contre une bonne équipe, t'es sur la route. » Puis on lui posait des questions ad vitam aeternam sur qu'est-ce que tu vas changer. Puis t'es comme, là, dans quelle langue il faut que je vous explique que je changerai rien? C'est mon identité profonde. Une identité, c'est pas celle du mardi parce que tu joues contre Real Salt Lake, puis c'en est une autre le samedi quand tu joues contre Orlando. Jesse Marsh, c'est un gars qui est issu de la machine Red Bull, qui est arrivé, qui veut son équipe sur le pied avant. Il a pris cette équipe-là, oui, à cause de la Coupe du Monde 2026, mais à cause de la génération qu'il a sous la main. C'est pas une génération de stationnement d'autobus en avant de la surface de réparation. Promet, cette équipe-là va couler à pic si tu joues comme ça. C'est une équipe qui va y aller. Moi, je pense qu'il va demander à son équipe, dans les 20 premières minutes, d'y aller la pédale au tapis pour justement mettre la foule de son bord. Et après, est-ce que Bombito commence?
Est-ce que De Fougerolles, c'est trop... Moi, je pense que c'est peut-être vite l'envoyer dans le bain. Moïse face à la Suisse, sachant qu'il n'y aura même pas proche de 90 minutes dans les jambes. C'est un scénario idéal que tu as eu face au Qatar. Ouais. Tu n'as pas à défendre. C'est quasiment une séance d'entraînement, mais en match de Coupe du Monde. Fait que tu évacues les papillons. Je pense que c'était une super nouvelle, mais Jesse Marsh va envoyer son équipe pour jouer. Cette équipe-là va pas jouer pour un match nul, va pas jouer pour pas encaisser, elle va jouer pour passer sur le corps de la Suisse. Puis tu parlais de ta règle de 3 tantôt. Le Qatar allait toujours essayer d'éviter le pire face à la Suisse puis profiter d'un ou deux contre. Mais là, ce sera pas la même chose, là. Si la Suisse décide de jouer, elle aussi, elle peut se faire faire mal par le Canada. Puis moi, je pense que... Non, pas tout court. En général. Ouais, tout court, parce que le Canada, oui, il va peut-être concéder un peu de possession, mais à partir du moment où ils ont le ballon, ils vont être chez eux. Et je pense qu'ils n'auront pas peur de s'installer en territoire adverse. Ils se diront pas, hey, d'un coup qu'on perd le ballon, vite, il faut se replier défensivement. Lui, il va voir l'opportunité de marquer puis de gagner plutôt que de pas encaisser puis pas perdre. Et puis, le Canada ne doit plus être dans ce mode complexe d'infériorité auprès des grandes nations. Surtout chez toi. Oui, je pense que c'est plus à la mode d'ailleurs. On voit les équipes comme le Sénégal, comme le Maroc, ne plus avoir aucune espèce de gêne en fait à assumer un statut, plus que ça, une ambition d'aller chercher la Coupe du Monde. C'est quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude d'entendre. Et je pense que le Canada doit être dans ce registre aujourd'hui si on veut changer les choses, accompagner le discours de Jesse Marsh, c'est de se dire qu'un match de foot, c'est un match de foot. Et comme tu l'as dit, quand on a une identité de jeu, peu importe qui on joue, surtout dans un tournoi comme celui-ci, on doit proposer quelque chose pour avoir le moindre regret possible. Et je suis sûr que, en ayant cette vision-là, ils ont la possibilité d'aller le plus loin possible. Ce qui nous amène à notre segment mise au jeu. Yes! Olivier, t'as pas préparé une... semble qu'on s'était dit après une danse. Jeu. C'est bon. Charles, tu mettras du reverb là-dessus. OK, hey, est-ce que tu paries des fois? Non. Jamais. T'es pur. Désolé. T'es beau. Mais tu pourras le faire pour le plaisir ici. Puis on vous invite à jouer responsablement, de façon responsable. Oli, je t'ai préparé 4 offres. Je veux que tu paries une fois. Moi, j'en ai une pour toi. Vas-y. Les paris en vue du match Canada-Suisse aussi, d'accord? Donc, tu pourrais choisir le gagnant. Le Canada est, d'après mise au jeu, est négligé. La Suisse est à 2,3, le Canada est à 3, la nulle est à 2,9 aussi. OK? Ça, c'est un choix que tu peux avoir. Sinon, le total de buts, c'est assez intéressant. D'après mise au jeu, il y aurait moins de 1,5 buts parce que c'est la cote qui favorise. Donc, moins de 1,5, c'est 1,35 la cote. Je sais pas si j'ai des bons termes. Mais plus que 1,5 buts, donc sur l'ensemble du match, pour avoir 2 buts et plus, à 2,50. Je t'ai gardé peut-être quelque chose aussi qui serait intéressant, le meilleur rapport qualité-prix à 3,75. Les deux équipes vont marquer au moins un but en première mi-temps. Mi-temps? Oh. Oui, ça revient un peu à ce que tu as dit. Comment on commence le match? Vas-y, full pin. Oui, les deux équipes vont marquer au moins un but en première mi-temps, 3,75, non 1,14. Donc, d'après mise au jeu, il va avoir... En fait, les deux équipes ne marqueront pas dans cette première période. Ben, c'est clair. Prends quoi? Parce qu'ils donnent 2,5 pour marquer pour 1,5. Non, 3,60. Ouais, c'est ça. Exactement. Ben, moi, je prends ça. Il va y avoir plus que 2. Il va y avoir un but de chaque côté, au moins. Non, mais attends une minute. Ça peut être 2-0 Canada, là, mais il va y avoir 2 buts dans ce match-là. Non, les deux équipes marqueront. C'est ça la... Non, mais ça, c'est le dernier que tu m'as donné. Moi, je te dis l'autre d'avant. OK, l'autre d'avant, excuse-moi. Plus ou moins de 1,5 buts. Il donne 2,5 pour 2 buts ou plus. Ouais. Mais hein. On va prendre ça, on va doubler ma mise. Je te dis, puis là, peut-être que puis c'était ça l'idée de Jesse Marsh, là. Quand tu t'en vas du BC Place la semaine dernière, là, tu te demandes pas si ça va être 0-0 face à la Suisse. Je comprends, c'est pas le Qatar, puis je comprends que tu vas pas gagner 6-0, puis tu n'auras pas une équipe en face qui est réduite à 9. Mais je te dis, tu t'en vas en disant, let's go, ça repart, puis c'est sûr qu'on marque au prochain match. On peut pas juste passer de ça à on est en mode gestion. Donc moi, c'est sûr que je te prendrais plus qu'1,5 but à 2,25. 2,5. Jonathan David, à ce point-là, parce que ça a été la grosse question menant au match du Qatar. Il est délivré, vraiment, il est parti, il est unlock, comme diraient les Américains, les Anglais. Non, j'espère, parce que c'est un super joueur, c'est un joueur avec beaucoup de qualité, qui a une carrière incroyable dans le cheminement. Je trouve que c'est incroyable ce qu'il arrive à faire. Puis ça doit être sa Coupe du Monde, en fait. Ça doit être le moment où il peut nous
montrer toute l'étendue de son potentiel, de son cheminement. Je l'ai trouvé en dedans lors du premier match. J'ai trouvé super prompt lors du dernier match. Je trouvais que sa frappe partait bien. Je parlais de de la reprise de volée. Sincèrement, il apprend sans se poser de questions. Je l'ai trouvé en mouvement, remuant. Je trouvais que ça donnait une belle énergie aussi. Peut-être que la prestation de Kyle Larin au premier match l'a peut-être bougé un peu, de se dire qu'il y a une énergie supplémentaire à aller chercher aussi. Ouais. Quand je vois le gars était mort de faim là, il l'a vu, peut-être senti. Larin. Ouais, absolument. Peut-être que ça lui a apporté quelque chose aussi. Donc j'espère le voir dans cette même configuration. Puis ça devrait aussi passer par lui si on doit aller chercher une victoire face à la Suisse. C'est intéressant parce que ce tournoi-là, jusqu'ici, c'est un échantillon qui est tout petit, là, mais c'est un microcosme de la carrière de Jonathan David. Ouais. Si Jonathan David avait marqué un but face à la Bosnie, puis 2 buts face au Qatar, on se dirait, il marque tout le temps, puis c'est ce qui aurait fait qu'il se serait retrouvé en Premier League il y a 3 ans, quand il était à Lille, puis finalement, il est allé au bout de son contrat. Il allait toujours s'en aller dans un plus grand club. La question, c'était, moi, si je claque 60 millions d'euros sur lui, est-ce que je vais être capable de vivre avec les 2, 3, 4 matchs de championnat où il ne marque pas avant qu'il marque 7 buts en 5 matchs? C'est ça qu'on voit. Mais quand il est sur sa journée, quand il est sur une bonne lancée, puis tu le sens décomplexé, pas nerveux, c'est hallucinant. Ouais. Il aurait pu en marquer. Si ça avait été un match, entre guillemets, normal, là, il aurait pu en marquer 4, 5 dans ce match-là. C'est parce que le Qatar, après ça, il n'y avait plus d'espace dans la surface de réparation. La quantité de tirs qui ont été bloqués, c'est hallucinant. Très, très hâte de voir après ce que ça va donner. Hey, moi, j'en ai c'est une le photo 24 aussi. juin, le match suisse à 15h. Et d'ailleurs, je cherche toujours un bar à Charlevoix. Dans les commentaires YouTube, je serai là-bas. Venez. Mais c'est grand, Charlevoix, tu vas être où? Là? Ben, plus Baie-Saint-Paul, mais ça dans serait le coin. bon. Mais en même temps, je vais être mobile. Un beau coin. Mais Baie-Saint-Paul plus. Hey, venez me rejoindre. Moi, j'en ai une. Mais, t'apprends-tu? Dites-moi où je vous rejoins. Ouais, vas-y. Pour terminer, dernier du groupe, la Bosnie à 7. Oh non. Non, je ne prends pas la Bosnie. La Bosnie ne peut pas échapper le match contre le Qatar? Non. Non? Non, parce que tu joues le meilleur troisième. Parce que tu gagnes contre le Qatar, là. Oui, je sais. Si tu fais 4 points, puis tu passes. Oui, je suis très conscient. Moi, le point d'interrogation que j'ai, émotionnellement, physiquement, la Bosnie, il reste quoi? Parce que à Toronto, là, souviens-toi, tu étais à 60e minute, Kolasinac, il célébrait des tacles comme s'il venait de marquer un tour du chapeau en Coupe du Monde. C'est une équipe qui savait là, que tu avais besoin de rester à l'affût, puis tu avais besoin d'éviter de prendre l'eau. Puis ils ont fait un bon match. Là, après ça, tu renchaînes face à la Suisse. Est-ce qu'il y a un moment où tu te dis, bon, ben celle-là, c'est les points qu'on ramasse à terre? La Bosnie est à 7. Ouais. Pour le coup de circuit, je serais prêt à le prendre, mais j'y crois pas. Ouais. Je vise la clôture, mais j'y crois pas vraiment. Ah ben c'est ça. Moi, je la viserais, la clôture. 7 pour la Bosnie qui termine un beau débat. OK, hey, j'ai une théorie avant, parce qu'on veut parler dans quelques instants de ton... t'es allé voir France-Sénégal, on veut parler de toute ton expérience là-bas. Mais avant, je veux juste tester une théorie, parce que... puis, je pense qu'il y a un contre-argument, mais Olivier, tu sauras le faire. Ma théorie... notamment dans les 2 derniers euros que j'ai décrits aussi, on se demande qui est favori, qui peut aller jusqu'au bout. Puis tu te rends compte, assez tard même, ou en fait, au final, tu te dis, quand tu fais le bilan de tout ça, le terrain nous l'avait dit dès le départ. Les meilleurs, premièrement, il n'y a pas 10 équipes là, qui peuvent gagner la Coupe du Monde. Il y en a 6 ou 7 présentement. Là, c'est les nations, c'est les mêmes, plus probablement le Portugal et peut-être le Maroc dans tout ça. Dans ces grosses cylindrées-là, il y en a qui jouent mieux, puis en général, c'est eux qui vont jusqu'au bout. Dans ce qu'on a vu jusqu'à date, parce que c'est pas tout le monde qui a joué 2 matchs au moment où on enregistre le matin du 22 juin. Les meilleures grosses cylindrées qui, jusqu'à présent, ont développé le meilleur jeu, donc qui, à mon avis, sont en ce moment largement favoris pour aller jusqu'au bout, j'ai ce classement-là. Vous me direz si j'ai raison. Vas-y. L'Angleterre, l'Argentine, puis la France 3, puis 3 seulement parce que à cause de leur deuxième mi-temps, puis à cause de leur première mi-temps aussi, dans le fond.
Est-ce que j'ai raison? Est-ce que vous voyez d'autres personnes? À cause de leur deuxième, puis à cause de leur Non, mais première, ils ont c'est tellement été mauvais en première, ou du moins Qui ça? flat, la France, en première Ouais, mi-temps, ou du moins Ok, quelconque. en ce sens-là. Ouais. Je pense que quelconque, c'est le terme Ouais. choisi. Puis ils ont tellement été bons et efficaces en deuxième mi-temps que tu dis, bon, c'est la France, enfin. Puis je pense que ça, ils ont invité un psychodrame aussi dans les journaux là-bas. Bref, j'ai l'Angleterre premier, pour leur match contre la Croatie. Oui, l'Angleterre, je les ai trouvés incroyables. Je valide ton choix premier parce que je trouve qu'ils ont une combinaison en fait de qualité qui est juste incroyable. Techniquement, c'est au-dessus. En termes d'efficacité aérienne, c'est incroyable. C'est incroyable. Bellingham, il est à la hauteur de son statut. Je trouve qu'il a été... ça a été un match difficile pour lui en première période, puis la deuxième période était incroyable dans le registre qu'il amène. Physiquement, je trouve que c'est des monstres. Sincèrement, je les trouve affûtés de façon exceptionnelle. Puis surtout, Tuchel, en fait, le fait de laisser des stars à la maison et de mettre en lumière le collectif, c'est une des premières fois que je ressens justement cet état d'esprit-là autour de l'Angleterre, et que si la chimie se fait, ils ont tout pour aller au bout. Donc, je suis d'accord avec toi sur l'Angleterre en numéro 1. Parce que moi, l'Euro, excuse-moi, je vais te faire le contre-argument, mais tu commenteras peut-être mon top 3. L'Euro 2021, en fait, c'est l'Italie qui commence, qui n'est pas favori, mais qui déploie le meilleur jeu dans le phase de groupe. C'est clair qu'ils sont vraiment la meilleure équipe. Ils vont jusqu'au bout. Ensuite, c'est l'Espagne. Dès le départ, sans être rouleau compresseur, l'Espagne est une efficacité et bonne, se rend jusqu'au bout assez clairement. Le seul contre-argument, c'est l'Argentine face à l'Arabie Saoudite, peut-être en Coupe du Monde. Ouais, mais qui a été un wake-up call. Puis ça, je pense que ça peut arriver à bien des équipes. Là, tu regardes l'Uruguay, je suis pas en train de dire que l'Uruguay est prétendante. En fait, je commence à penser que l'Uruguay est peut-être comme une fausse bonne équipe en ce moment. Mais tu fais 2-2 contre le Cap-Vert. C'est des deux côtés. C'est un peu comme tes deux mi-temps de l'équipe de France. Tu regardes le Cap-Vert puis t'es rempli d'admiration. Tu regardes l'Uruguay puis tu te dis, là, guys, mettez-vous à l'abri. Là. Vous n'aviez pas eu le message avec le 0-0 entre l'Espagne puis le Cap-Vert. Puis tu affrontes l'Espagne au dernier match. Allô, là. Ouais. Vous êtes supposé d'embrayer pas mal plus que ça. Mais est-ce que le terrain nous parle? C'est ça la question. Ben, oui. Parce que, tu sais, tu parles de l'Angleterre. À l'époque, c'est parce qu'il faut faire une différence entre le terrain et ce que les gars sont capables de t'offrir sur le terrain. Le problème de la génération dorée de l'Angleterre, c'est que c'était tous des gars qui étaient phénoménaux dans leur club. Ensemble, ça marchait pas. Puis ça, c'est l'époque de Chelsea, Arsenal, Manchester United. Ça se parlait pas. Il y avait pas d'esprit de corps. Il y avait pas... Puis là, je sais pas s'il a fait des profils psychologiques, tout quel, puis si, tu sais, t'es dans ton cercle jaune, puis tu fais bien avec le cercle bleu, puis là, c'est un cercle rouge en plus qui joue au milieu de terrain, tout d'un coup, tout ça fait un bel arc-en-ciel qui fonctionne puis qui te met à ta deuxième étoile. Tu sais, mais c'est un peu comme ça qu'il l'a abordé, sportivement, psychologiquement, les personnalités, tout ça. Puis que ça clique comme ça au premier match, c'est extraordinaire. Moi, je me garde une gêne, par contre, parce que je suis rengaine. Il va y avoir des surprises en 16e de finale. Est-ce que l'Angleterre va tomber en 16e de finale? Je pense pas, mais t'en as un si c'est pas deux gros qui vont tomber en 16e de finale. Après, l'Argentine, tu sais, Messi, moi je pense que Messi a appris la Coupe du Monde au Qatar, qui était dans une période bien différente parce que c'était au mois de novembre. Il s'est géré. Je pense qu'il déjà, il n'y a pas le poids du monde sur les épaules parce qu'il l'a, sa Coupe du Monde, mais il a été bien meilleur dans son premier match qu'il l'a été sur les 3 matchs de groupe. En fait, on peut même dire sur presque tous les matchs de la Coupe du Monde au Qatar. Il était pas juste bon par flash, là. Il était bon tout court dans ce match-là. Donc, c'est Messi qui a 38-39 ans, là. C'est pas Messi qui en a 27. Mais ça, c'est un facteur X monstre qui redonne, je pense, une longueur d'avance sur la plupart des équipes à l'Argentine, quand moi, je m'attendais à voir l'Argentine une coche en arrière de ce qu'ils étaient en 2022. À cause de Messi, finalement, c'est le contraire. Juste revenir sur l'Angleterre, moi, ce qui me fascine, c'est le bagage culturel. Parce que vous parlez Southgate. Tu sais, tu dis un esprit d'équipe. Il n'a pas lâché les chevaux aussi, Southgate. Puis j'écoutais
un commentateur dire, justement, Southgate, il faut se rappeler d'où il venait. Il venait d'une équipe qui démantibulée, d'une équipe qui fonctionnait jamais, d'une équipe d'une génération aussi. Il devait remettre l'église au milieu du village, comme dirait l'autre. Il l'a fait. Puis je pense qu'il a été victime justement de sa méthode ou de sa structure qu'il voulait imposer puis insister pour faire fonctionner ses joueurs. Puis écoute, il a quand même fait 2 finales aussi de grands tournois, c'est pas rien. Au dernier match, c'est ça qui rend Tourelle du moins extraordinaire à ce moment-ci aux yeux de tout le monde, c'est que lui a dit, puis tout le monde ne se peut plus de cette histoire-là à la mi-temps plutôt que de dire à la Southgate, les gars, on continue dans le même chemin où on était, on est méthodique. Lui a dit, les gars, lâchez-vous, lâchez les chevaux en way. Puis ça, il y a une fracture culturelle vraiment intéressante. J'ai hâte de voir ce qui va... on n'est pas jamais à l'abri d'une surprise, mais j'ai hâte de voir ce que l'Angleterre va nous offrir pour la suite des choses. Oui, puis je pense qu'ils leur laissent pas le choix. Chaque individualité doit rentrer dans le collectif et on le ressent dans ses propos. Ça a toujours été le cas. Mais dans l'esprit, les gars, ils ont vécu, ils l'ont intégré, tout ce que je viens de dire. Je sais pas s'ils sont capables de le verbaliser, mais ils l'ont intégré. Puis quand le sélectionneur, probablement, en limitant, dit les gars en way, je sais pas à quel point il y a des clics. Hassan, t'es mieux placé que nous deux pour commenter là-dessus. Quand un coach te dit ça dans un match aussi important, puis qui en est convaincu, ce que tu intègres aussi, c'est il a confiance en nous. Absolument. Puis c'est ça qui fait un monde de différence parce que quand tu veux juste bétonner puis tu dis hey, on protège nos acquis ou on essaye de pas laisser le match s'emballer, ce que tu intègres, c'est on n'est pas sûr d'avoir ce qu'il faut pour passer le fil d'arrivée. Ouais. Ça te libère une équipe. Comme... Non, absolument. Et je rajoute à ça les choix qu'il a fait. Il a laissé du monde à la maison. Il a laissé des stars à la maison. Pas sur le banc. Absolument. Ouais, mais... Puis quand tu te dis que il t'intègre justement à cet esprit-là et à ce groupe-là, forcément, c'est ça. C'est que t'as l'occasion justement de gagner en confiance, de dire que tu as la confiance de ce coach-là. Puis forcément, ça te donne ça te donne beaucoup de confiance pour donner le meilleur sur le terrain. Donc, on a parlé de l'Angleterre, mais moi, j'ai envie de mettre en lumière le Maroc, paradoxalement, en tant que Sénégalais. Je veux dire, il y a une belle rivalité qui est née de la dernière Coupe d'Afrique. Mais... Ils sont champions, je sais pas, j'ai perdu le fil. Je sais pas, moi non plus. On fera ça. mais sincèrement, j'ai trouvé époustouflant. Je trouve que dans ce qu'ils proposent, dans leur volonté, dans le non complexe qu'ils ont à affirmer leur jeu, d'arriver face au Brésil et de dire dans ce match-là, ça allait-tu vite un peu? Brésil, pas Brésil, c'est le Maroc en fait aujourd'hui. On n'a plus de complexe et de proposer ça dans cette Coupe du Monde face à cet adversaire-là, ça envoie quand même un message qui est très très fort et qui peut les amener très très loin. La seule limite que je mettrais, c'est que les changements n'apportent pas un plus à l'équipe, comme contrairement à d'autres nations qui peuvent se permettre de te faire rentrer des Barcola, je veux dire, des champions d'Europe qui sont sur le banc et qui rentrent. C'est là où justement la France a aussi une longueur d'avance pour faire le tour de ton analyse. Et j'ai été marqué moi par la France, sincèrement. J'ai vu le Sénégal en première période, je me suis dit waouh, le Sénégal a une équipe de fous là pour marcher sur la France comme ça, c'est incroyable. Mais d'arriver en fait sur un terrain, quand c'est difficile en tant que sportif de haut niveau, souvent c'est difficile jusqu'à la fin. C'est dur de switcher à la mi-temps et de se dire « Oh voilà, c'est bon, j'ai une mauvaise première période, je vais switcher, je vais prendre le dessus sur mon adversaire qui a pris une longueur d'avance psychologiquement. » Mais la façon dont ils l'ont fait face au Sénégal, sincèrement, ça a été incroyable. Je les ai vus de près à la Rabiot, ils marchaient sur le milieu de terrain en deuxième période alors que la première était beaucoup plus discrète. Et surtout, Olysée, moi je veux dire, c'est de la triche là, je veux dire. Non, mais ça va être la révélation, ça l'est déjà, mais ça va être la révélation. Quand t'as un gars qui est capable de te faire ce qu'il fait de cette façon-là et qui résout le problème Mbappé, parce qu'Mbappé, ce qu'on lui reproche, c'est son liant, son jeu défensif et sa combinaison avec les autres. Mais là, t'en as plus besoin pratiquement parce que t'as Olysée qui fait le liant avec Mbappé et qui lui est une machine de guerre devant le but en termes de finition. J'ai l'impression qu'ils ont justement une équipe incroyable aussi qui peut elle aussi aller au bout. Je sais que le temps file puis je veux pas faire des boutons à Fred, mais s'ajuster, penses-tu que ça va devenir plus souvent possible avec les pauses d'hydratation? Ah, c'est la question. Non, en fait. Non? Ce que je veux dire, c'est que... Parce que, mettons, on va prendre le cas de la France. Ouais. T'arrives en milieu de première mi-temps, ça va pas,
t'es dans le dur, Oui, t'essaies de faire quelques ajustements, ça fonctionne pas plus. Mais là, t'as eu un point de contact pendant quand même 3 minutes. Hey, 3 minutes, là, c'est 1/5 de ta mi-temps. C'est quand même substantiel avec toute la technologie qu'on a. Puis là, quand t'arrives à la mi-temps, tu peux revenir sur ce dont t'as parlé il y a une vingtaine de minutes. À quel point ça peut changer? Non, dans ce sens-là, bien entendu. C'est une aide incroyable pour une équipe qui est dominée ou qui est en perte de repères. Forcément, ça casse le rythme de l'équipe qui menait psychologiquement. J'ai senti, quand il y a eu l'arrêt, que j'ai eu le ressenti. Je me suis dit, là, c'est dommage. Tu sais, le Sénégal était bien dans son truc. Il pouvait continuer à pousser. Puis là, tu vois justement les consignes qui sont données de part et d'autre. Puis oui, tu remets la machine, tu mets des choses en place. Tu reparles à des joueurs qui étaient en dedans. Moi, Désiré Doué, pendant les 22 premières minutes, c'était la tête, c'était le stress là. C'est palpable. Je le voyais. Il essayait de trouver la confiance. On sentait que c'était son premier match de Coupe du Monde. On l'a vu, on l'a ressenti. Puis là, une petite coupure, discussion avec le coach qui te donne la confiance. Puis tu sens que le garçon grandit au fur et à mesure du match. Donc forcément, ça a une incidence à laquelle on doit s'adapter parce que c'est une réalité aussi. Je suis pas sûr qu'on l'a fait pour les bonnes raisons. Je pense que c'est des raisons commerciales, mais les propos de Bielsa et d'autres entraîneurs montrent que ça a l'air. C'est pas la meilleure idée, en tout cas, pour le rythme du match. C'est fun. Et tu l'as ressenti des estrades parce que tu étais dans les estrades East Rutherford, New York. Est-ce que, question sur l'ensemble, sur le pourtour du match aussi, est-ce que c'est difficile de s'y rendre? Comment t'as fait pour t'y rendre? Pour le coup, toi, tu connais ça. Il y avait un hélicoptère. Hélicoptère. Si tu veux, j'ai dit limousine, toi, t'as hélicoptère. Ah, Neymar. Non, pour le coup, on avait une limousine. Non, je plaisante. Non, mais on avait un accès assez privilégié, j'ai envie de dire, donc ça a été plus facile pour nous. Mais je pense que ça a été plus dur pour le match Maroc-Brésil, où j'ai eu des amis qui ont été, et sincèrement, ils m'ont parlé de la circulation. C'est eux qui nous ont dit prenez vos gardes, allez-y 2 heures, 3 heures avant, parce qu'il y a tellement de circulation, ça a été compliqué. Mais par la suite, face à la France, j'ai des amis aussi qui ont pris tous les moyens de locomotion possibles, que ce soit la voiture, que ce soit les navettes ou d'autres moyens de transport. Puis ça a été beaucoup plus fluide apparemment. Je pense qu'ils ont corrigé pas mal de choses aussi dans la fluidité. Puis sincèrement, ça a été en tout, le match en tant que tel, moi la découverte de ce stade, New York. Le fait de me dire que j'étais à New York voir le Sénégal jouer contre la France dans un match de Coupe du Monde, il y avait comme quelque chose qui marchait plus dans ma tête. Là, sincèrement, j'en avais plein les yeux. C'est mon Canada-Irlande sur les stéroïdes. Ouais, j'en avais plein les yeux. Franchement, j'étais sur un nuage pendant 3 jours. C'était extraordinaire. Puis c'était une belle fête, fraternité entre les Sénégalais et les Français là-bas, des Brésiliens omniprésents aussi. Je comprenais pas, des maillots brésiliens partout autour et dans le stade aussi qui supportaient beaucoup le Sénégal. C'était une belle fête pour le football et pour moi, ça a été un souvenir incroyable, vraiment. Vive là, une des meilleures expériences que j'ai vécues. T'as de ces maillots-là, quand je suis arrivé à Vancouver, la veille du match, j'avais pas l'horaire en tête, là, déjà j'étais sur le décalage. Colombie. Il y avait des maillots de la Colombie. C'est ça, c'est pas le Brésil, c'est la Colombie. Puis j'ai fait, mais coudonc, la Colombie joue-tu ici dans 2-3 jours? Non, la Colombie jouait ce jour-là, mais à 5000 km. Ils jouaient à Mexico City. C'est incroyable. Il y avait des maillots partout. Puis j'étais pas avec Patrice Bernier physiquement à ce moment-là. Je croise Patrice un peu plus tard, il dit « Hey, il y a des maillots de la Colombie partout. C'est quoi cette histoire-là? » Est-ce que c'est le système d'éducation colombien? Non, mais c'est comme ça ici à Montréal aussi. La géographie n'est pas très bonne. La diaspora est énorme, d'abord. Puis je pense qu'il y a aussi la nature du maillot. Tu sais, c'est un maillot jaune qui pop. Tu te promènes là, des journées où la Colombie joue en Coupe du Monde, va dans le métro, là, tu vas en voir une tonne. Puis c'est un peu... c'est les maillots jaunes. C'est drôle que tu dises ça parce que moi, j'étais sur une terrasse à Toronto parce que je suis en vacances, avec grand bonheur, fait que j'essaie d'aller un peu partout voir des matchs. Allemagne-Côte d'Ivoire, j'étais sur une terrasse à Toronto entre 2 partisans, puis il y avait des partisans de la Colombie, 2-3 maillots colombiens assis au bar. Je fais comme ça. Qu'est-ce qu'ils font ici, les Colombiens? On les salue. Hey. D'ailleurs, en passant à Inglewood, de juste dire, c'est une diaspora de la Corée du Sud, c'est une des plus grandes, sinon la plus grande diaspora en Californie. Voilà, aux États-Unis. Alors moi, attention. j'ai appris qu'à Los Angeles, il y avait une grosse diaspora iranienne. Ah ouais? Oui, il y a un quartier qui s'appelle Tehran Jeles. Ouais, j'étais vraiment pas au courant de ça. C'est pour ça qu'il y avait vraiment de l'ambiance quand l'Iran jouait son premier match à là-bas. Kansas City, il y a plein d'Algériens, visiblement, aussi. Ça, c'est une autre affaire. Fan de barbecue. Hey, juste un petit commentaire, là. Vas-y. Je vois encore... Là, premièrement, ça fait un bout qu'on le sait, là, que ça va être 48 équipes. C'est une montée de lait? Un petit peu. OK. Ouais. Ceux qui chialent
sur les 48 équipes, ça dilue le produit. Premièrement, moi, je suis désolé, je trouve pas que c'est un produit dilué par rapport à un match. Je pense que c'était Japon, c'était Costa Rica que j'ai fait, les 2 heures que je retrouverai jamais de ma vie, puis c'était au Qatar quand il n'y avait pas 48 équipes. Il va toujours en avoir des snooze fest. Il y a des matchs. Il y en a en championnat, un samedi de février, en France, en Angleterre, en Espagne. Il y en a partout. Mais là, à partir du moment où tu es un commentateur qui vient d'un pays privilégié, qui est toujours à la Coupe du Monde... Tu parles de Daniel Riolo. Hein. Yes. Tais-toi. Ferme ta boîte. T'es un privilégié, c'est comme quelqu'un qui a accès à un restaurant parce que t'as des moyens, là. Puis là, à un moment donné, il y a comme un genre de menu du jour plus abordable. Puis là, il y a les normaux, là, qui viennent de rentrer. Puis tu dis, ah ben moi, ces gens-là, ils sont moins fortunés. On les veut pas. On veut garder notre petite ambiance de prestige à nous. On était bien là-dedans. Ça complique pas trop la donne. J'ai pas besoin d'attendre pour mon repas. En l'occurrence, j'ai pas besoin de jouer un 16e de finale pour aller directement en 8e. On est bien là-dedans. Tu sais, avec nos amis brésiliens, là, ils en ont des moyens, eux autres. C'est parfait. Les Allemands aussi, les Espagnols. Il y en a une couple qu'on accepte une fois de temps en temps. Mais là, d'élargir ça à d'autres. Tais-toi. Quel commentaire de privilégié. Pour moi, c'est crasse. C'est un manque de respect pour ce que la Coupe du Monde est supposée d'être. Puis je le sais, comme tu le disais tantôt, la FIFA ne l'a pas fait pour les bonnes raisons. La FIFA le fait pour rentrer plus d'argent, parce que tu as plus de pays qui participent, ça permet de générer plus de revenus, j'en conviens. Mais au final, là, arrête de te concentrer sur le match de plus que tu vas avoir besoin ou le rossage de l'Allemagne contre Curaçao. Regarde donc le Cap-Vert 2 secondes, puis viens me dire que le Cap-Vert n'a pas le droit de vivre ça. Arrête de te concentrer sur le soccer seulement, puis concentre-toi sur les histoires. La mère de Vozinha, le gardien capverdien qui peut pas rentrer au pays parce que visa, pas d'argent pour les visas, qui réussit à être là pour le deuxième match puis qui voit son garçon, entre guillemets, de 40 ans, aller chercher un deuxième match nul. Aux 2 premiers matchs de l'histoire de ce pays-là à la Coupe du Monde, taisez-vous, laissez les autres avoir le droit de vivre ce party-là, un party de privilégiés depuis vraiment longtemps, vous en faites partie, puis bravo, vous allez l'être, la gang de privilégiés, à la fin. Mais je trouve que c'est un manque de respect monstre quand on dit qu'en ce moment, là, c'est un produit qui est dilué. Il y en avait des matchs pourris en France en 98, il y en avait des matchs pourris en Corée. Il y en a toujours. Il y en aura, puis il y en a toujours eu. Non, c'est ça, parce que... Rien à ajouter. Ouais. Il a tout dit. Mais moi, attends... Et oui, c'était Riolo. Petit contre-argument. Il y a beaucoup d'inventaires, c'est beaucoup de matchs. On est d'accord. J'ai un peu de FOMO. Moi, j'écoute pas, j'ai pas écouté Iran, Nouvelle-Zélande aussi. Ça leur bon manquait match. de respect. Super match. C'est ça, c'était un super match, mais je l'ai raté, puis parce que j'ai pas... À un moment donné, j'ai d'autres choses. Ah oui, je Faut que je comprends. fasse du lavage. Mais c'est correct, mais les Iraniens et les Néo-Zélandais, ils l'ont c'est pas vrai. raté, eux autres. Au niveau de... puis t'as raison, des privilégiés, mais en même temps, ça enlève des privilèges. Organiser une Coupe du Monde avec ce nombre de nations-là, ça sera plus donné à beaucoup de pays. La Suisse, la Suède, qui ont déjà fait des affaires. Mais t'en comme ça. regrouperas, puis regroupez-vous, puis mettez Ok. des barrières, boycottez la FIFA, puis imposer des conditions qui sont différentes, parce que là, vous avez fait votre lit, là, Parce la que le FIFA. cahier de charge, ça devient difficile en mot-à-dit pour la FIFA. Ben, avoir un stade de 80 000, avoir justement. des stades, avoir assez ça d'accueil pour... Ça donne du pouvoir aux pays organisateurs, parce que tu dis là, ce que vous nous demandez, c'est de la folie. Fait que là, pour gérer votre folie, on va imposer nos conditions d'avantage. Pas sûr. Ben, c'est pour ça qu'on va en Arabie Saoudite en partie, moi, je pense. Ouais, mais là, tu iras pas en Arabie Saoudite à tous les 4 ans. Tu iras au Maroc, au Portugal, en Espagne. Ouais, c'est et ça. tu auras Mais une pas- très ça, belle c'est Coupe prochain. du Il y en Monde. aura avec, 3. Absolument. Hâte de voir ça. OK. On terminé? finit là-dessus? C'est bon. C'est bon. Ça donne une... C'est à mon tour de faire la mention mise au jeu. Mais Faut que hein? je la fasse au complet. Tiens-toi bien. Attends, on va remercier avant. Assoun, on va te dire merci. Merci pour l'invitation. Reste pour la lecture de mise au jeu. Vas-y. C'est nos amis. C'est bon. Pas autant que toi, là, mais on les aime quand même aussi. Merci à notre partenaire présentateur Mise au jeu. Pour la Coupe du Monde, Mise au jeu a déployé une expérience pensée pour tous les partisans, en plus des pages dédiées à chacune des équipes participantes. Mise au jeu vous laisse choisir chaque jour le pays dont la cote sera bonifiée pour son prochain match, pour voir toutes les offres de paris et ne rien manquer. Assoun, toi, Olivier, et toi à la maison, télécharge l'appli Mise au jeu. Naturellement, 18 ans et plus. Et voilà. Merci Mise au jeu.